Le dimanche qui suit Noël, l'Église célèbre la famille fondée par Joseph et Marie. Appel à la sainteté pour toutes les familles, c'est aussi l'affirmation que l'humanité n'est pas un ensemble d'individus isolés, mais de personnes liées entre elles par leur appartenance à des communautés, et parmi ces communautés, la famille est la plus importante. Le pape François l'a redit le 8 janvier dernier en adressant ses vœux au corps diplomatique. La famille joue un tel rôle pour créer des liens entre les personnes que l'Église parle de l'humanité comme de la famille humaine et que la République française a fait de la fraternité, avec la liberté et l'égalité, l'un de ses trois principes. Pour Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem, le concept de solidarité découle du fait que l'humanité constitue une grande famille. Cela donne une base pour l'analyse économique et anthropologique de la politique familiale. L'essence de la solidarité n'est autre que la fraternité, qui résulte du fait d'avoir le même père, la même mère. La société civile repose sur une fraternité élargie, venant de ce que nous avons tous le même Père céleste, le même frère divin et la même Sainte Mère, qui est aussi Mère de Dieu. Notre rapport à Dieu est en quelque sorte familial. Le lien familial est consubstantiel à la nature humaine et donc à l'organisation de nos sociétés et de nos nations. Ni les économistes, ni les hommes politiques ne doivent l'oublier. L'aide à la famille est devenue le leitmotiv de la politique familiale en France et dans beaucoup de pays. C'est une absurdité. La formule « famille de cellule de base de la société », en usage dans le mouvement familial, est beaucoup plus réaliste. Jean XXIII, dans l'encyclique Pacem in Terris, la conforte en disant « La famille fondée sur le mariage librement contracté, un et indissoluble, est et doit être tenue pour la cellule première et naturelle de la société. De là, l'obligation de mesures d'ordre économique, social, culturel et moral, de nature à en consolider la stabilité et à lui faciliter l'accomplissement du rôle qui lui incombe. » Il ne s'agit pas fondamentalement d'aider les familles pauvres, même si cela est nécessaire et fait partie de la politique familiale, mais de mettre l'appareil administratif au service de ce qui est l'avenir même de la société, le renouvellement des générations, dont ceux qui donnent la vie sont les acteurs principaux. L'État doit se comporter vis-à-vis des familles comme vis-à-vis des entreprises. Il doit leur procurer des services publics de bonne qualité, un cadre législatif et réglementaire adéquat. Il doit aussi organiser un partage des charges d'entretien et d'éducation des enfants entre ceux qui en ont davantage et ceux qui en ont moins ou pas du tout, afin qu'il soit juste que tous profitent ensuite également du renouvellement des générations. Il s'agit d'organiser l'entraide entre ceux qui contribuent au bien commun de différentes manières. Ceux qui n'ont pas d'enfants ou en ont un seul ont un intérêt vital à ce que d'autres en aient plusieurs, sans quoi ils mourraient dans la misère. Les pouvoirs publics ont mission de mettre en œuvre une solution de bon sens, transférer du pouvoir d'achat des adultes qui n'ont pas ou pas beaucoup de charges de famille vers ceux qui en ont davantage, de façon à ce qu'ensuite il soit juste que les enfants de ces derniers ne prennent pas seulement en charge leurs propres parents devenus vieux, mais aussi les autres personnes âgées. Pacem in Terris insiste aussi sur une prérogative de la famille. Je cite, « Aux parents, en tout premier lieu, revient le droit d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants. » Ce droit est aussi un devoir. Dans la doctrine sociale de l'Église, droits et devoirs sont intimement liés. Les parents ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants et la loi doit leur accorder les libertés requises pour l'exercice de ces responsabilités, tout en prévoyant l'intervention des pouvoirs publics en cas de manquement grave à leurs devoirs. Pensons par exemple aux maltraitances familiales dont certains enfants sont malheureusement les victimes. Le fait que les pouvoirs publics doivent intervenir dans le dysfonctionnement de telles familles, lorsqu'il met en danger un ou des enfants, ne signifie pas, bien au contraire,
une négation du principe de subsidiarité. Dans l'encyclique Quadragesimo Anno, Pie XI s'exprimait ainsi: « De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer aux groupements d'ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. » Premier corps intermédiaire entre l'individu et l'État, la famille doit bénéficier du maximum de liberté compatible avec la poursuite du bien commun. Par exemple, il est douteux que la prise en main par l'État du système de formation initiale, prise en charge qui prive dans une large mesure les familles du libre choix des établissements auxquels confier leurs enfants, soit conforme au principe de subsidiarité. La responsabilité du choix éducatif est primordialement familiale. Les pouvoirs publics doivent limiter leurs interventions à ce qui est à la fois juste et nécessaire.